Et nous avons, comme vous pouvez le constater, ouais. fait appel à M. Paul Fixtan. Et il est là ce matin. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour essayer d'apporter un peu de lumière sur la question de la drogue ou la toxicomanie chez les jeunes. On parle des substances psychoactives. C'est ça. Merci. Psychologue clinicien? Tout à fait. C'est-à-dire? Alors, le psychologue clinicien, c'est un professionnel de la santé mentale qui s'intéresse à la souffrance de façon globale, mais qui peut aussi avoir été formé sur des psychothérapies pour adresser des désordres psychiques tels que la dépression ou les troubles anxieux, ainsi de suite. Voilà. Alors, je vais poser une question simple, parce que ça concerne les jeunes. Mais je pense qu'à aucun moment dans mon pays, j'ai vu qu'on fabrique de la cocaïne, par exemple. Ça doit quitter, je ne sais pas moi de quel pays, pour traverser des frontières et des continents pour atterrir au Cameroun. Et ce qu'on fait, c'est qu'on accuse les jeunes de consommation de ces substances psychoactives, alors que dans tout le parcours, ils n'y sont pour rien. Vraiment, à qui la faute? Commençons par là. Alors, il faut dire que généralement, c'est un système bien huilé dans lequel on retrouve des hommes d'affaires dans le domaine de ces substances-là et qui ont des relais à différents niveaux et à différents âges. Évidemment, les consommateurs ne sont pas seulement les jeunes, les enfants ou les adolescents. Les consommateurs, c'est les adolescents, mais c'est aussi des adultes, des personnes d'un certain âge même, c'est-à-dire les seniors. On trouve également sur le plan sur le plan social, c'est-à-dire les différents niveaux de compétences. On a des personnes lambda qui prennent ces substances-là. Nous avons des chefs d'entreprise aussi qui prennent ces substances-là. Donc, c'est vraiment un système bien huilé et on ne peut pas dire que les jeunes subissent. Non, les jeunes ne subissent pas. Il y a des jeunes qui sont dans le réseau et qui sont des relais de distribution. Donc, mais il y a forcément des raisons pour lesquelles, et ça me permet de poser peut-être la deuxième question, les jeunes se lancent dans la consommation, mais également dans le circuit de distribution. Comment expliquer ça? Qu'est-ce qui peut justifier que de plus en plus on retrouve les jeunes dans ce genre d'activité peu réluisante? C'est une très bonne question. Il y a des facteurs sociaux ou environnementaux qui vont faire en sorte que l'enfant, le jeune, soit en situation de vulnérabilité psychologique. C'est-à-dire, ça peut être l'environnement familial qui ne lui permet pas d'avoir des ressources pour gérer un certain nombre de situations. Donc, il y a cette vulnérabilité-là. Il y a aussi le type d'amis ou de camarades avec qui on marche. La compagnie. Ou la compagnie. Donc, vous savez, les jeunes, c'est d'abord le groupe. Et donc, il y a une pression du groupe qui peut s'exercer quand on est avec des amis qui font usage de ces substances-là. Pour leur ressembler, pour valider l'appartenance à ce groupe, on peut être amené à tester, à essayer ces substances-là. Dès qu'on l'a fait, ça veut dire qu'on est rentré en contact avec la substance. Mais aussi, il y a le facteur, les périodes au cours desquelles ou pendant lesquelles la tendance à rentrer dans ce phénomène est plus accentuée. Nous avons les fêtes de fin d'année, nous avons la semaine de la jeunesse, nous avons même la période des vacances. Donc ces moments-là sont propices parce que on peut dire que les jeunes se permettent un peu, disons, ils sont un peu excessifs dans ce qu'ils font, mais il y a aussi la curiosité qui est liée à leur âge, qui peut les amener à rentrer en contact avec ces substances. Donc lorsqu'on est rentré en contact avec la substance, tout dépend de quelle substance on prend, parce qu'il y a trois grandes catégories. Il y a des substances qui sont considérées comme des calmants. Il y a des substances qui sont considérées comme des stimulants. Et puis nous avons des substances qui produisent des hallucinations. Donc ce sont des perturbateurs. Donc globalement, c'est ça. Et il y a des étapes. Généralement, c'est celui qui prend d'abord la cigarette et l'alcool. Parce que quand vous commencez à prendre l'alcool et la cigarette, vous êtes dans un groupe déjà de personnes qui prennent des substances psychoactives. Et donc, étant là-dedans, on peut être amené à tester d'autres choses.
Et c'est ainsi qu'on va donc se retrouver dans l'usage des drogues ou des substances psychoactives non licites, c'est-à-dire celles qui ne sont pas autorisées, parce qu'il y en a qui sont autorisées, la cigarette par exemple, ce sont aussi des produits psychoactifs. Alors, on va donc se retrouver en train de tester des choses beaucoup plus dures, beaucoup plus fortes. Et ce contact-là, selon la qualité de l'usage, on peut avoir une sorte d'usage, disons, occasionnel, mais on peut aussi être tout simplement dans l'usage qui n'est pas nocif. Mais c'est un piège parce que... Ah, parce qu'il y a un usage qui n'est pas nocif? Oui, c'est-à-dire dans la régularité et dans l'intensité, dans les quantités qu'on prend. Oui. Mais le piège, c'est quoi? C'est que les substances psychoactives ont ceci que ça entraîne à la dépendance. Et la dépendance se passe comment? C'est-à-dire, quand vous prenez la substance, à un moment donné, votre corps en a besoin d'un peu plus parce que les quantités que vous prenez habituellement ne peuvent plus apporter l'effet euphorique ou bien tout ce que vous recherchez derrière la drogue. Donc, vous serez amené à en prendre davantage. Et c'est là où c'est vraiment c'est un piège parce qu'on se retrouve dans la toxicomanie sans s'en rendre compte. Et les conséquences sont multiples. Parfois, on peut se retrouver dans les conséquences directes. On peut avoir des troubles respiratoires, on peut avoir même des arrêts cardiaques. Parce que, des hallucinations? Des hallucinations aussi immédiatement. Mais dans la durée... aussi. Évidemment, la violence aussi. Dans la durée, on est en train de se préparer d'entrer dans quelque chose de très très grave pour certains profils. On peut se retrouver ainsi dans des psychoses qui sont des troubles qui amènent l'individu à se couper de la réalité. Et on peut le constater si on est vigilant à la maison. On peut se rendre compte que notre fils, notre garçon ou notre fille commence un peu à s'isoler et que parfois il ou elle est fatigué et que ses fréquentations ne sont pas maîtrisées. Ça, c'est des détails où alors le travail de plus en plus n'est pas bon. Eh bien, ça, ce sont les effets qui doivent interpeller le parent et les éducateurs. Alors, quand on a fini de faire la radiologie de cette situation désastrophique, c'est un ensemble catastrophe de désastre. Voilà, où le dehors est mauvais pour reprendre à Tanganji, où la radiologie d'une situation Mozambique pour faire honneur à Tufinga. Que faut-il faire? Parce que là, nos enfants, nos petits frères qui sont à l'école sont un peu plus jeunes. Ils sont pour la plupart des adolescents qui méritent d'être protégés. Nous remercions Student Mark d'être avec nous. Que faut-il faire en réalité? Merci Didier, merci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire, c'est de ne pas juger et condamner l'enfant, éviter la violence et créer un cadre où les échanges peuvent être libres. Parce qu'il y a des forces à l'intérieur, notamment les amis, ce groupe-là, qui va être en lutte ou en compétition avec l'environnement familial. Parce que si peut-être à la maison, on te dit, voilà, on va t'amener à l'hôpital, on va te garder au cabanon, ça sont les menaces. Et les gars du groupe qui peut-être connaissent le cabanon vont te dire, ah, c'est rien, dis donc, ne va jamais là-bas et tout. Bref, il y a une lutte réelle entre... C'est ainsi qu'on va par exemple proposer à l'enfant d'aller se faire désintoxiquer à l'hôpital et il va opposer une résistance. Mais il faut aussi dire que il n'est pas facile d'avouer qu'on prend ces substances-là parce que ce sont des substances illicites, autant pour moi. Donc quand quelque chose est condamné par la loi, on ne l'avoue pas tout de suite. On devient donc quelqu'un qui est à la défensive et qui va tout le temps mentir. Et plus on ment, c'est-à-dire on dit je n'en prends pas alors qu'on en prend, plus on s'enfonce et on se retrouve donc dans la dépendance et la fin devient plutôt difficile pour s'en sortir. Mais il y a des options, il y a plusieurs options. Il faut consulter des psychologues, des psychiatres, bref, les professionnels de la santé mentale qui se connaissent sur les problématiques de la toxicomanie. C'est pour cette raison que la plateforme Student Mark existe avec des psychologues cliniciens comme M. Tan. Soyez-en remerciés pour cette démarche-là. Et l'engagement. Merci. Merci. Alors, on va permettre à M. Tan de se retirer. Pendant ce temps, tu vas faire le tirage au sort du gagnant
de ce magnifique miroir, évidemment. Et juste derrière, on va recevoir le prochain invité. Oui, il va faire sa sortie, vous allez le voir. Voilà. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Vous allez le voir, c'est de la télé-réalité, tout simplement. Voilà, on va faire le tirage au sort. Bon, moi, je n'ai pas de main innocente, tu le sais, n'est-ce pas? Mais comme toi, tu en as, vas-y. Incroyable. Fais le tirage. Je suis une femme galante. Hein? Incroyable.